L'odeur de putréfaction se répandit. Chapitre 1. La famille se compose des gens de la maison. À mesure que celle-ci s'accroît, ils se divisent en confréries, les confréries en groupes de parenté, les groupes de parenté en clans, les clans en bannières, et tous ensemble constituent une famille étendue appelée nation, qui a une patrie, un sang commun, une langue commune et des coutumes communes. Kanun de Leke Dukatsini, livre 2, chapitre 2, verset 19. 6 mois plus tôt, Merian Hoti descendit de la passerelle et posa le pied sur le tarmac de l'aérodrome de Podgorica. Le bitume était chauffé par le soleil radieux de février. Merian n'était pas revenu au Monténégro depuis qu'il avait émigré en Suisse avec sa famille, à l'âge de 37 ans. Il en avait aujourd'hui 63. Il ferma brièvement les paupières et inspira profondément, quand le personnel de l'aéroport fit glisser de la soute le cercueil qui renfermait le corps de Yanina. Il blêmit. Une larme coula sur sa joue. Les croque-morts étaient debout à côté du corbillard, un modèle vintage de 1968 qu'il avait lui-même eu l'occasion de conduire. Une Mercedes 220 W115 bleu marine, reconvertie en voiture funéraire en Italie par la Carrozzeria Fratelli Casale e Meneghetti de Bassano. Quelques heures avant de mourir d'un cancer foudroyant au centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne, Yanina avait demandé à être enterrée dans le caveau familial du cimetière de Vuksanlekai, non loin de Skorats, un petit village de montagne où ils avaient habité après avoir fui le régime dictatorial albanais. Le hameau de Skorats était perdu dans la chaîne des Bieshket et Nemouna, les fameux monts maudits, qui couvraient la partie nord de l'Albanie, l'est du Monténégro, l'ouest du Kosovo et le sud de la Serbie. Ce territoire était celui des Gheg, l'un des deux groupes ethniques albanais. La famille de Merian, les Hoti, était l'une des tribus les plus importantes et était établie dans la région depuis le XVe siècle. Les bien nommés Monts Maudits étaient une zone sauvage, enclavée, difficilement accessible, et ces cols étaient considérés comme infranchissables. Que ce soit durant les siècles d'occupation ottomane, lors du chaos engendré par la Grande Guerre, sous l'interlude monarchique du roi Zog, puis lors de l'occupation italienne et allemande de la Deuxième Guerre mondiale, le nord de l'Albanie avait toujours résisté à l'envahisseur. Même Enver Hoxha, qui régna pourtant d'une main de fer sur l'Albanie pendant 40 ans, se heurta aux Malocs, comme on les appelait de façon péjorative. Ces montagnards partageaient un sang, une langue et des coutumes communs qui les liaient de manière indéfectible contre l'adversité. Ils étaient robustes, vigoureux et intrépides, à l'image du héros national Georges Castriotti, qui se dressa contre l'Empire ottoman au XVe siècle. Les Turcs, qui l'estimaient pour sa vaillance et le considéraient comme un fin stratège, l'avaient baptisé Iskander Bey, le prince Alexandre, en hommage à Alexandre le Grand. Iskander Bey était devenu par translittération Skanderbeu en albanais. Même le premier ministre de Hoxha, le sinistre Mehmet Shehu, qu'on appelait le boucher pour avoir exécuté de nombreux chefs de clan des tribus Gheg, n'était pas parvenu à endiguer la pratique du Kanun, le code de loi coutumier en vigueur dans les montagnes albanaises. De tout temps et aujourd'hui encore, les Albanais du Nord avaient opposé une résistance aux influences extérieures. En conséquence, les coutumes, les traditions et les valeurs y étaient restées presque inchangées. Merian était très fier de ses racines. Pourtant, il ne serait jamais revenu sur la terre de ses ancêtres s'il n'en avait fait la promesse à son épouse. Son propre fils, Artan, le lui avait fortement déconseillé. Le sud du Monténégro et le nord de l'Albanie, c'était son passé. Son présent et son futur étaient en Suisse. Après avoir franchi le contrôle douanier muni de son passeport suisse, Merian récupéra sa valise sur le carrousel à bagages et rejoignit le parking où il prit possession d'une voiture de location. En approchant du centre-ville, il ne reconnut pas Podgorica. La ville n'était qu'un immense chantier où on avait posé des zones commerciales flambant neuves qui défiguraient le paysage urbain. Après avoir pris ses quartiers à l'hôtel Emera dans le centre historique, il sortit se promener. Il se rendit à Staravaros,
au cœur de la ville.